à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Passion Opinion. Le sujet du jour, c'est l'affaire de la vente d'Alstom à l'entreprise américaine General Electric en 2014. Mais avant de se lancer, on va faire un rapide tour des principaux acteurs de cette histoire. D'abord, on a Alstom. Entreprise française vieille de bientôt 100 ans, elle est spécialisée dans les domaines du transport et de l'énergie et détient, ou plutôt détenait, une capacité de production d'énergie fossile, mais aussi d'énergie renouvelable, de réseaux et donc d'infrastructures et de nucléaire. Pour être plus concret, Alstom, c'est les turbo-alternateurs de 58 centrales nucléaires en France, mais c'est aussi les turbines de propulsion des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de l'armée française et les turbines du porte-avions Charles de Gaulle. De 2003 à 2016, c'est Patrick Cron qui est PDG du groupe. Il est l'un des principaux décisionnaires, peut-être un peu contre son gré comme vous allez le comprendre plus tard, de la vente qui nous intéresse aujourd'hui. À l'époque de la vente, c'est Frédéric Pierucci qui est N-2 de M. Cron, et il occupait alors un poste de directeur des ventes, dirigeant depuis Singapour la société Alstom Boilers, une division chaudière issue d'un partenariat à 50-50 entre Shanghai Electric, le EDF chinois, et Alstom. De l'autre côté de l'Atlantique, on a GE, ou General Electric. C'est un conglomérat américain qui lui aussi est fournisseur dans les domaines de l'énergie et du transport et qui produit des logiciels de gestion de réseau et des équipements servant à la distribution, à la production et au transport d'énergie, comme par exemple des centrales thermiques. Toujours chez les Américains, on a le DOJ, ou Department of Justice. C'est l'équivalent du ministère de la Justice et il chapeaute plusieurs départements et agences fédérales, dont notamment le FBI, les tribunaux fédéraux, les US Marshals et le Bureau fédéral des prisons. Côté français, au gouvernement, il y a Arnaud Montebourg. Il est ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de 2012 à 2014, alors que François Hollande est président et Manuel Valls Premier ministre. Enfin, à l'Assemblée nationale, on a Olivier Marleix, député et président de la commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle en France, commission créée en 2017 principalement pour enquêter sur l'affaire Alstom. Maintenant que vous avez fait connaissance avec les protagonistes, on peut s'attaquer en bonne et due forme à cette histoire. Vous allez voir, c'est rocambolesque. En 2003, alors qu'Alstom est en concurrence avec une entreprise américaine pour remporter un contrat de construction d'une centrale électrique en Indonésie, l'entreprise française trouve un accord officieux avec le comité d'évaluation des offres qui promet d'accepter son offre à la condition qu'un consultant local soit embauché. Alstom remporte donc le contrat après avoir apparemment versé des pots de vin par le biais de ce consultant local. La procédure alors en place chez Alstom pour approuver l'embauche d'un consultant requiert la signature de 13 cadres de la haute hiérarchie du groupe. Fin 2012, Frédéric Pierucci, qui est alors cadre haut placé chez Alstom, est mis en examen par le DOJ pour avoir été l'un des 13 signataires de l'accord officieux de 2003. Cette mise en examen repose sur un texte de loi américain appelé le Foreign Corrupt Practice Act, ou le FCPA, qui vise à lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger. Il s'agit d'un texte de loi fédéral à portée extraterritoriale, c'est-à-dire internationale, qui sanctionne l'ensemble des actes de corruption commis par des entreprises ou des personnes, américaines ou non, qui sont soit implantées aux États-Unis, soit simplement cotées en bourse sur le territoire américain, ou participant d'une manière ou d'une autre à un marché financier régulé aux États-Unis. Et à une époque où la majeure partie du commerce international se fait en dollars, faisant des États-Unis un pôle majeur de transit des flux de capitaux, ça en fait du monde. Le DOJ met donc M. Pierucci en examen, mais sans l'en informer. En avril 2013, alors qu'il n'était pas au courant de la situation, M. Pierucci arrive aux États-Unis pour un voyage d'affaires. Il est alors arrêté par le FBI dès sa descente de l'avion à l'aéroport JFK de New York. Et c'est là que commence son cauchemar. Ce que lui reproche le DOJ, c'est d'avoir su, dans le cadre du contrat de 2003 en Indonésie, que des consultants avaient été embauchés, mais d'avoir fermé les yeux sur les raisons de cette embauche, c'est-à-dire le versement de pots de vin dans le but d'obtenir le contrat. Lorsqu'il est arrêté, M. Pierucci est d'abord persuadé d'être libéré sous caution, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Mais lorsqu'il est présenté à un juge le lendemain de son arrestation, le procureur adopte un argumentaire qui ne lui laisse aucune chance. Puisque la France n'extrade pas ses ressortissants, ni un bracelet électronique, ni une surveillance permanente ne pourraient empêcher de manière certaine que M. Pierucci réussisse à rentrer en France. En conséquence, le juge décide donc de ne pas autoriser une libération sous caution et M. Pierucci est incarcéré dans une prison au plus haut niveau de sécurité dans l'État de Rhode Island.
Il est important de noter que son avocat avait été embauché et même imposé par Alstom et rémunéré par l'avocat qui représentait l'entreprise française, et cela alors même que le conflit d'intérêts était évident entre l'employé, tentant de prouver qu'il n'était qu'un pion dans les faits de corruption commis par son entreprise, et son employeur, cherchant à tout prix à éviter une sanction financière trop lourde. De plus, sachez que plus tard, M. Pierucci a été licencié par Alstom pour abandon de poste, et ce, à la demande du DOJ, qui s'était pourtant rendu responsable de cet abandon de poste en incarcérant M. Pierucci. Mais bon, conflit d'intérêts ou pas, l'avocat de M. Pierucci était quand même bien obligé de faire son travail. Il avait alors deux choix. Une première possibilité aurait été d'emmener son client jusqu'au procès, ce qui aurait impliqué l'examen long et coûteux du 1,5 million de pièces en tout genre, mails, rapports, obtenus par les multiples agences de renseignement américaines comme la NSA. De plus, il aurait fallu passer devant un jury de 12 citoyens américains auxquels le procureur aurait sûrement présenté les faits de manière très manichéenne, en expliquant qu'une entreprise française a commis des faits de corruption qui ont empêché une entreprise américaine de mener sa stratégie commerciale à terme. Enfin, il faut savoir que lorsque le FCPA est enfreint, la peine de prison est calculée en fonction des bénéfices réalisés par l'entreprise. La deuxième option, qui apparaissait comme moins longue, moins coûteuse et plus facile, était d'accepter un guilty plea deal, c'est-à-dire accepter de plaider coupable en échange d'une réduction de peine et dans certains cas de l'annulation d'un ou plusieurs chefs d'accusation. C'est donc cette deuxième solution qu'ont retenu M. Pierucci et son avocat, et ce dernier négocia un deal selon lequel M. Pierucci ne passerait que 6 mois en prison. Malheureusement, les termes de cet accord avaient été négociés oralement, comme ça se fait dans certains endroits aux États-Unis. Et après que M. Pierucci ait accepté de plaider coupable, le juge a décidé de transformer la peine fixe de 6 mois en une peine allant de 6 à 10 mois de prison. Pendant ce temps-là, en avril 2014, Le Monde apprend par une dépêche Bloomberg que des négociations sont en cours entre GE et Alstom à propos du rachat partiel du français par l'américain. Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, apprend lui aussi la nouvelle et convoque dans son bureau M. Cron, PDG d'Alstom, afin de lui demander pourquoi il n'avait pas été mis au courant, car en France, en vertu d'une loi de 1966 dont le champ d'application a été précisé par le décret numéro 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, surnommé le décret Montebourg, le ministre de l'économie a un droit de veto pour s'opposer à la vente d'une entreprise d'un secteur stratégique, et cela sans contrôle parlementaire. Cela implique donc que M. Cron obtienne l'accord du ministre pour conclure le rachat de la branche énergie d'Alstom par GE, mais cela ne l'a pas empêché de mentir à M. Montebourg et de déclarer que les négociations n'avaient pas eu lieu et que la vente n'était pas sur la table. C'est par une dépêche de juin 2014, elle aussi publiée par Bloomberg, que l'on apprend le caractère définitif de la vente. C'est officiel, GE rachète la branche énergie de Alstom. Le problème, c'est que cette vente a pour conséquence pour la France la perte de la maîtrise technique des chaudières nucléaires, de l'entretien de nos bâtiments militaires et d'une part de notre capacité de production énergétique nucléaire au profit des Américains. M. Montebourg, conscient des risques que représente cette vente, s'y oppose et tente d'organiser une contre-offre avec l'entreprise allemande Siemens. Malheureusement, cette dernière avait déjà été la cible du DOJ en 2008, condamnée à payer une amende record de 800 millions de dollars pour enfreinte au FCPA. La tentative de contre-offre tombe donc à l'eau. À la suite de cet échec et d'une réunion à l'Élysée avec le président Hollande, le Premier ministre Manuel Valls et le ministre des Finances de l'époque, M. Montebourg comprend que cette vente aura lieu malgré lui. Il décide donc de tout tenter pour rééquilibrer l'accord en faveur de la France en imposant des conditions au rachat. D'abord, 1000 postes doivent être créés et aucun supprimé pendant 3 ans, et si cette condition n'est pas respectée, GE pourra alors être condamné à payer une amende. Ensuite, 20% de Alstom sera racheté par l'État français, qui sera alors représenté au conseil d'administration par un membre désigné par le gouvernement et disposant d'un droit de veto sur les décisions portant sur le nucléaire. Enfin, 3 co-entreprises issues d'un partenariat 49-51% devront être créées. Une première regroupant les activités de réseau de distribution d'énergie, une seconde regroupant les activités nucléaires et une dernière les activités de production d'énergie renouvelable. GE accepte donc ces nouveaux termes et attend d'obtenir l'autorisation officielle du gouvernement pour le rachat,
qui sera donné à l'entreprise en novembre 2014, alors qu'après la démission de M. Montebourg en août, c'est Emmanuel Macron qui est désormais ministre de l'économie. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, M. Pierucci est en prison depuis plus d'1 an. Entre-temps, il a appris la vente et a compris l'horreur de sa situation. Il est en réalité otage dans cette stratégie d'affaiblissement des puissances et entreprises étrangères que mènent les États-Unis. En effet, son arrestation aurait été un moyen d'instrumentaliser le FCPA dans le but de menacer M. Cron. Si lui et son conseil d'administration ne se mettaient pas d'accord pour vendre, lui aussi serait inculpé pour enfreinte au FCPA et risquerait de subir le même sort que son ancien N-2. Cette hypothèse est renforcée lorsque le juge américain accepte enfin d'accorder la liberté sous caution à M. Pierucci, à point nommé juste après que le gouvernement français ait accepté l'offre de GE. Mais la liberté a un prix. La caution est fixée à $1 million et pour la payer, M. Pierucci doit trouver 2 citoyens américains prêts à mettre leur maison en caution. Heureusement pour lui, il y parvient et est libéré à la mi-juin 2014, mais a l'obligation de rester sur le territoire américain. Ce n'est qu'en septembre de la même année, après avoir dû payer $200 000 supplémentaires, qu'il obtiendra l'autorisation de rentrer en France. Cependant, même s'il a plaidé coupable et déjà passé 14 mois en prison, soit plus du double de ce qu'on lui avait promis initialement, il n'a toujours pas été condamné à une peine de prison, ce qui aux États-Unis se fait au cours d'une audience séparée qui intervient après que le défendant ait plaidé coupable. M. Pierucci rentre donc en France avec cette épée de Damoclès qui le menace. S'il parle de ce qu'il a compris de la stratégie américaine et des ficelles tirées dans l'ombre afin de forcer le rachat d'Alstom, il pourrait en subir les conséquences au moment du prononcé de sa peine. Ce n'est que 4 ans après avoir plaidé coupable que M. Pierucci décide de demander à son avocat de forcer le juge à prononcer sa peine, puisque le délai standard de 3 mois entre le plaidé coupable et le prononcé de la peine était largement dépassé. M. Pierucci se présente donc devant le juge pour enfin recevoir sa sentence. Ayant déjà passé plus d'1 an en prison, il espère que cela jouera en sa faveur, mais ça ne fut pas du tout le cas. Il est condamné à 30 mois de prison, ramené à 12 mois grâce au dispositif de remise de peine. La peine qui lui reste à servir est donc assez longue, mais il espère que grâce aux accords bilatéraux entre les États-Unis et la France, mais aussi entre les États-Unis et l'Europe, il obtiendra un transfert vers un centre de détention en France puisqu'il n'a pas d'attache locale aux États-Unis et remplit donc les conditions pour en bénéficier. Cependant, 1 mois après sa réincarcération, sa demande de transfert lui est refusée. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la commission d'enquête parlementaire dont on a parlé en intro, présidée par le député Olivier Marleix et dont le but est, entre autres, d'enquêter sur les conditions du rachat d'Alstom par GE, vient d'être créée. Il est donc dans l'intérêt des États-Unis que M. Pierucci reste incarcéré sur le territoire, afin de l'empêcher de témoigner auprès de la commission. Cependant, il n'aurait pas pu prévoir que M. Marleix, avec l'aide du consul de France à Washington, puisse interroger M. Pierucci en lui rendant visite en prison avec le diplomate sous couvert d'une visite consulaire. Cette commission d'enquête parlementaire, dont nous parlerons plus en détail plus tard, a pris fin en avril 2018, ce à la suite de quoi M. Pierucci a renouvelé sa demande de transfert, qui comme par hasard a cette fois-ci été un succès. 1 mois avant la fin de sa peine, il a donc été transféré à Villepinte, en région parisienne, pour être finalement libéré de façon définitive à la fin du mois de septembre 2018. Son calvaire aura donc duré près de 5 ans et demi. Bon, c'était un peu long cet exposé des faits, mais c'était important pour moi que vous ayez une idée assez claire de comment tout s'est déroulé. Au cours de cet exposé, j'ai plusieurs fois fait référence à une stratégie américaine et même une stratégie d'affaiblissement des puissances étrangères. Et l'épisode est carrément intitulé Alstom Hold Up à l'américaine. Vous pensez donc peut-être que j'ai des tendances complotistes, mais il y a bien un terme qui soutient la thèse selon laquelle le rachat d'Alstom par GE fait partie d'une stratégie. C'est le terme de guerre économique. Comme l'indique le rapport 2010 de l'association Anteios, spécialisée sur les questions de géopolitique, la guerre économique, je cite, peut tout d'abord être définie, au sens strict, comme une modalité de la guerre. Elle s'inscrit alors dans un contexte de conflit entre nations sous la forme d'actions de violence économique. L'embargo, le boycott, des mesures de contingentement en sont des exemples parmi d'autres. Les armes économiques sont mises au service d'un projet politique, le plus souvent l'affaiblissement d'une cible. L'opération peut s'avérer coûteuse pour celui qui l'applique. Cette guerre économique s'apparente à une guerre par l'économie. Néanmoins,
la majorité de ceux qui recourent à l'expression aujourd'hui l'entendent dans un second sens. À l'heure de la prolifération nucléaire et du risque d'un embrasement généralisé, la puissance rime avant tout pour un État avec sa capacité à modifier les conditions de la concurrence, à transformer le contexte économique à son profit afin de conserver des emplois, à s'assurer de sa domination technologique, commerciale, économique et politique. Forme atténuée du hard power, la guerre économique traduirait alors l'ensemble des moyens utilisés par un pays à l'encontre des autres pour défendre ses parts de marché ou accroître sa puissance, ou, plus synthétiquement, elle se présente comme un affrontement entre les États qui cherchent à s'approprier marchés et ressources rares, matières premières, capitaux, technologies, cerveaux. On retrouve dans cette affaire tous les éléments de la guerre économique. Le DOJ, bras juridique de l'État américain, a, grâce au concours notamment du FBI et de la NSA, instrumentalisé le FCPA, texte de loi qui, je vous le rappelle, a une portée extraterritoriale, afin de contraindre Alstom, entreprise française opérant dans des domaines stratégiques, à vendre à GE, entreprise américaine opérant dans ces mêmes domaines, dans le but de gagner en puissance et d'asservir d'une certaine manière la France en obtenant le contrôle d'une grande partie de sa force de production énergétique et nucléaire. On peut également établir que M. Pierucci était en fait un otage, puisqu'il a en quelque sorte servi d'exemple, son incarcération ayant permis aux Américains de faire pression sur M. Cron, qui était alors PDG d'Alstom, et de lui faire savoir qu'il pourrait lui aussi finir écroué afin de le pousser à vendre. Mais pour bien comprendre les retombées de cette affaire, faisons un bilan près de 4 ans après l'opération. Commençons par parler des conditions que M. Montebourg a fixées avant sa démission, dans une dernière tentative de rééquilibrer l'accord en faveur de la France. Vous vous souvenez ? Les créations de postes, l'interdiction d'en supprimer pendant 3 ans, les 3 co-entreprises. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, il n'en est plus rien. En 2018, le groupe Alstom, enfin ce qu'il en restait, a vendu toutes les parts qu'il détenait dans les 3 co-entreprises à, vous l'aurez deviné, GE. Autant dire qu'après ça, on se demande s'il n'avait pas accepté de les créer simplement pour amadouer le gouvernement à l'époque, et si le but, dès le début, n'était pas d'obtenir d'Alstom qu'il cède ses parts. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en 2019, GE a brisé une autre de ses promesses en annonçant la suppression de 1000 emplois sur le site français de Belfort. Certes, cela intervient plus de 3 ans après la vente, ce qui n'est donc pas une violation des conditions en soi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, aucun des 1000 emplois qui devaient être créés ne l'a été. Finalement, c'est 2 éléments qui avaient conditionné l'accord du ministre qui partent en fumée, et on est de retour à la case départ. Enfin, pas vraiment, puisque au passage, la France a quand même perdu la maîtrise technique des chaudières nucléaires et de certains bâtiments militaires, mais aussi une part de sa capacité de production énergétique. Et là, vous vous demandez peut-être où est l'État dans tout ça. C'est vrai que ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que l'État français, hors Arnaud Montebourg, semble avoir opposé peu de résistance à cette vente qui s'est pourtant révélée catastrophique. Il semble tout de même, comme l'a révélé le rapport de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, qu'un certain Emmanuel Macron ait joué un rôle plus important dans cette histoire qu'il n'y paraît. D'abord, en novembre 2012, soit 2 ans avant la vente, alors qu'il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, il aurait commandé à l'Agence de participation de l'État une étude pour examiner les conséquences d'un changement d'actionnaire de référence au sein du groupe. Ce qui est bizarre, c'est que non seulement le rôle de l'APE c'est de réaliser des études concernant des entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, ce qui n'était pas le cas d'Alstom jusqu'en 2014, mais qu'en plus, c'est normalement soit au Premier ministre, soit au ministre de l'économie de commander ce genre d'études. Malheureusement, Emmanuel Macron ne sera jamais interrogé par la commission sur les raisons pour lesquelles il a commandé cette étude en 2012, puisqu'à la création de cette commission, il est déjà président de la République et ne peut donc pas être convoqué pour être auditionné. Cette information ne peut donc donner lieu qu'à des spéculations, rien de concret, et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Cependant, je vous invite à lire le rapport de la commission d'enquête qui est vraiment super intéressant, vous le trouverez dans la description sous cette vidéo, et il aborde en fait plus en profondeur les questions de puissance, de souveraineté industrielle et de guerre économique, notamment en mettant l'affaire Alstom en parallèle avec d'autres ventes similaires. Vous l'aurez compris, l'affaire Alstom est riche en rebondissements et j'aurais pu continuer à en parler pendant des heures. Mais mon but ici, c'était surtout de partager avec vous l'intérêt que ça a suscité chez moi, et j'espère que je vous aurai donné l'envie d'en savoir plus. Vous trouverez dans la description sous la vidéo quelques liens que j'ai trouvés intéressants si on veut creuser le sujet un peu plus. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Passion Opinion.